ce serait un peu difficile de rester avec une femme qui ne sait pas préparer. Ouais, non, parce que dans le foyer, chacun a son rôle. Ouais, non. Donc, ça peut arriver et que l'homme aussi peut savoir préparer, mais ça dit qu'il est donné d'une manière particulière à la femme de préparer dans le foyer pour que ensemble l'homme et l'enfant et ses enfants, n'est-ce pas, et elle-même puissent se porter en bonne santé. La femme qui ne sait pas préparer, est-ce que je peux vivre avec cette femme? Non. Non, grand H. Non, dans grand N. Parce que la femme, sa première tâche plutôt, c'est de s'occuper de la maison. Primordialement, elle doit s'occuper du travail domestique et aussi comment s'occuper de son mari, de s'occuper de ses enfants. Non, c'est pas possible. Comment une femme ne peut pas savoir préparer? Une femme qui ne sait pas préparer ne peut pas rester dans un foyer. C'est impossible. La cuisine fait partie de la durée d'un couple en fait. Parce que une femme qui ne sait pas cuisiner, la famille ne serait pas bien contente de pouvoir être avec elle. Parce que quand il y a un événement, qu'on demande un événement de faire, qu'elle ne peut pas aller à la cuisine, ce n'est pas la peine. Parce qu'on est en Afrique. Non, jamais de la vie. Je ne peux jamais rester avec une femme qui ne sait pas préparer. Parce que d'abord, quand la famille sera là, ma maman, les membres de la famille, c'est elle qui va préparer. Donc si elle prépare la nourriture et puis elle la met au salon, quand la famille voudra manger ça sera de n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui vais la chasser, c'est la famille qui va la chasser. Un homme peut bel et bien épouser une femme qui ne sait pas cuisiner. D'abord, de base, on dit en Afrique chez nous qu'il faut savoir gérer le ventre et le bas-ventre d'un homme. Mais on ne naît pas avec quelque chose. Et on dit communément, comme on le dit chez nous. Donc, si elle ne sait pas préparer, son mari peut l'apprendre. Une femme qui ne sait pas préparer ne veut pas rester dans un foyer. Car son mari ne veut pas revenir du boulot et rester affamé pour dormir. Ça peut arriver et que dans la journée, et que ce soit l'homme, la femme et les enfants, seraient peut-être occupés par les activités, n'est-ce pas, dans leurs différents boulots. Les enfants peuvent aller à l'école, mais le soir, d'une manière spéciale, la femme est appelée à prendre soin, à préparer une bonne nourriture pour que le foyer puisse être en bonne santé. De la femme sort des bonnes choses. Ça veut dire que manger aussi, c'est une chose capitale, que la femme doit être en mesure et être vraiment docile pour ça. Parce que c'est ça qui gâte son foyer un peu solide. C'est-à-dire, c'est ça qui garde son foyer solide. Ma tante ou bien ma grand-soeur vient, que ma femme n'est pas en mesure de pouvoir préparer, qu'on peut manger, ce n'est pas la peine. Parce que je l'ai mal vu dans la famille. Donc c'est moi mon point de vue. Je ne vais pas prendre une femme qui ne peut pas savoir cuisiner en fait. Ça, c'est pas possible. C'est pas seulement ce qu'elle prépare qui fait les trucs. Parce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui ne savent pas préparer et puis elles se marient. Vous savez que c'est le début qui est difficile. Mais avec le temps, elle va commencer à s'habituer aux choses. Faut l'aider. C'est pas s'il faut laisser de côté toutes les femmes qui ne savent pas préparer, vraiment, je vois que ce serait une catastrophe. Il y a des couples dans lesquels la femme ne sait pas faire quelque chose et c'est le mari qui sait faire. Donc, comment on dit? Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Sur TikTok, par exemple, il y a une TikTokeuse influenceuse qu'on appelle Konemia qui fait les tutos de cuisine, comment préparer ici, comment préparer ça. Mais déjà, avec ça, la femme aussi ne doit pas forcément attendre l'homme. Le solabi avec sachet qu'on a interdit, j'ai constaté que beaucoup en consommaient. Et quand tu fais le bilan, on constate que le rein, le foie et le cœur, le cerveau, c'est-à-dire, en général, le rein, le foie, c'est des organes qui sont insensibles à l'alcool. Donc, on constate que le taux de créa monte et certaines cellules du foie aussi montent et ça détruit à petits coups les cellules dont on a besoin pour survivre. Donc, les inconvénients sont très énormes. De même, on est stressé parce que c'est de l'alcool. Et ça t'amène à poser des actes contraires à ce que tu voulais faire. Donc, de même, ça détruit les nerfs optiques liés aux yeux. Donc, ça a trop d'inconvénients sur la santé. C'est pourquoi j'apprécie spontanément
la décision du gouvernement. Si tu prends par exemple le maïs, le corps transforme ça en alcool. Si tu prends le mil, il transforme ça en alcool. Si tu prends même le pain, même les fruits, le corps transforme, le corps est là pour transformer. Le corps, il produit, donc il a les éléments, les types d'enzymes qui sont des cellules qui sont présentes en nous, tout juste de manger bien ce que tu veux manger et le corps transforme ça en bon alcool dont il a besoin pour jouer son rôle. Donc on n'a pas besoin de prendre d'abord de l'alcool externe. Même la bière que nous avons l'habitude de prendre, les vins, les champagnes, tout ça c'est des alcools externes. Le corps n'en a pas besoin. C'est pourquoi on dit il faut prendre en portions, en petites portions. Quand on exagère, ça veut dire que ça détruit les neurones. C'est pourquoi beaucoup ont des problèmes de thrombotes pendant la vieillesse, à partir de 65 ans, 60 ans, ils ont ce genre de problème. On est faible, le cœur n'est pas fonctionnel et le rein aussi est inadapté et les problèmes commencent parce que l'individu a pris du temps pour prendre des aliments en éthanol, c'est-à-dire c'est l'alcool. L'éthanol, ça détruit tout ce qui est en nous à petits coups. C'est pas aujourd'hui, ça détruit à petits coups. Donc, je ne souhaiterais pas même aux candidats d'en consommer. Ce qui m'a même intéressé, c'est que les candidats en consomment, qui vont à l'examen en consomment. C'est aussi une stratégie pour bloquer la consommation de sourabi, bien, je sais quoi, ce qu'ils ont mis dedans, je ne sais pas, mais les gens en consomment tellement, et avec 100 francs, on est satisfait, on achète, et voilà les conséquences. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, ils ne mangent pas, et quand ils trouvent l'argent, ils consomment ces boissons, et ça commence par asphyxier l'estomac. Ça donne des plaies. Et quand la personne urine, souvent le sang apparaît dans l'urine. Quand il vomit, le sang apparaît dans le vomissement. Ça veut dire que l'estomac n'a pas reçu une bonne alimentation au départ et on a démarré par les boissons. Et après, on a mangé peut-être à cassa ou bien poisson en minorité, ça n'apporte pas. Donc, ça veut dire que l'estomac tourne en rond et produit du plaie. Et cette plaie, maintenant, peut provoquer le cancer de l'estomac. Mon dernier mot, je suis très content de cette décision et je demande au gouvernement de mettre toutes les dispositions et suivre. Déjà, à mon niveau, j'ai commencé par sensibiliser les parents d'élèves, les élèves, à ne plus vendre cela dans l'enceinte et ne plus voir même dans l'alentour. Parce que quand c'est dans l'alentour, l'enfant peut sortir et prendre. Et j'insiste et je demande humblement aux douaniers, à la police et aussi à d'autres sécurités de veiller sur cela. C'est pas seulement une décision qu'on a donnée, mais de veiller le suivi pour qu'on ne retrouve plus ces boissons dans notre pays. Mes chers compatriotes, soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix et ce, sans exclusive. À cet égard, le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclaves de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable. Mes chers compatriotes,
C'est dans le cadre résolu de cette marche que s'inscrit une série de mesures préalables et actions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour asseoir davantage notre souveraineté, à savoir, et sans être exhaustif, la dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lient le Niger à la France, le renvoi de l'ambassadeur de France comme persona non grata, la suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français, le retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel, l'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relatif au trafic illicite des migrants, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin, la nationalisation de la Société nationale des eaux, la dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France, la dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, d'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits. L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique. C'est dans cette optique que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. L'UNESCO a retiré le parc national sénégalais de Niokolo-Koba de la liste de patrimoine mondial en péril. À la suite d'une réunion tenue mercredi à New Delhi en Inde, l'organe onusien a estimé que le domaine n'était plus menacé de disparition, une conclusion qui découle des efforts encourageants déployés par l'État partie et de l'amélioration de l'état de conservation de ce site naturel. C'est en 1981 que le parc national de Niokolo-Koba avait été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité unique et ses écosystèmes exceptionnels. Ces dernières années, la valeur universelle exceptionnelle du domaine a fortement été menacée. Diminution de la faune, braconnage et exploitation du basal ainsi que d'autres activités humaines avaient poussé le comité du patrimoine mondial à le déclarer officiellement en péril en 2007. Le bilan tragique du glissement de terrain survenu dans le sud de l'Éthiopie s'est encore alourdi. Plus de 260 décès ont été enregistrés mercredi et les chiffres pourraient rapidement évoluer selon l'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. La zone de Gofa, dans le district de Gézé-Gofa où l'accident s'est produit, les secours aidés des riverains continuent de retourner le sol dans l'espoir de retrouver des survivants. La coulée de boue a été provoquée par de fortes pluies qui se sont abattues sur la région entre dimanche et lundi. La saison de pluie doit en principe s'étendre jusqu'à septembre. Au moins 600 personnes ont été déplacées selon le bureau de l'État régional. La mobilisation des ressources se poursuit sur place pour tenter d'apporter de l'aide aux personnes touchées par le sinistre.
Cette région avait déjà enregistré des épisodes de glissement de terrain sans faire de victimes. Au Soudan, un groupe de professionnels de la santé a lancé un projet de clinique mobile afin de fournir des soins médicaux essentiels aux communautés déplacées. Depuis que la guerre a éclaté dans le pays il y a plus d'1 an, on estime à 7,3 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan. Ces personnes ont cherché refuge dans des abris aux conditions rudimentaires et aux fournitures médicales limitées. Le projet de la clinique mobile rassemble des médecins, des techniciens de laboratoire et des pharmaciens. Nous apportons notre équipement dans les abris pour fournir des services médicaux. Normalement, nous y passons la journée entière, effectuant des examens médicaux approfondis pour les personnes déplacées et leur proposant des médicaments et des traitements. Plus de 50 travailleurs médicaux et bénévoles soutenus par des organisations caritatives permettent au projet de fonctionner. Des médecins de Port-Soudan offrent leurs services à environ 5000 personnes déplacées locales. La plupart des enfants ici ont des problèmes de santé. Certains ont des infections, d'autres des maladies, d'autres encore ont des résultats anormaux dans les analyses d'urine ou de sang, et d'autres ont des problèmes oculaires. Tous reçoivent de l'aide de la clinique mobile. De nombreux adultes souffrant de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension reçoivent également des médicaments de la clinique mobile. Sachant qu'environ la moitié des personnes déplacées hébergées sont des mineurs, les cliniques mobiles ne se contentent pas de fournir des services médicaux, mais organisent également des activités culturelles et sportives à leur intention. Pour aider les enfants, nous organisons des jeux, des séances de musique et des activités de dessin. Pendant les traitements des enfants malades, nous utilisons également la musique et le dessin comme outil de soutien. De nombreux centres d'hébergement soudanais sont confrontés à des restrictions financières et manquent de personnel professionnel et de ressources pour les opérations de secours médical. La mise en place de la clinique mobile a donc été cruciale pour fournir les soins nécessaires. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique a assigné en justice jeudi le Congrès national africain. L'ADA accuse son partenaire de la coalition au pouvoir, l'ANC, d'abus de pouvoir en raison d'un discours présidentiel que le président Cyril Ramaphosa aurait utilisé à des fins de campagne électorale. Le discours en question avait été prononcé par le chef de l'État à 3 jours des législatives de mai dernier et quelques extraits ont fait partie des arguments de campagne de l'ANC. Il s'agit d'un premier signe de friction entre les nouveaux partenaires de la coalition. Les documents judiciaires ont été soumis à la Cour électorale par la DA en mai, avant qu'elle ne s'engage dans la coalition avec l'ANC. La DA demande à la Cour le retrait d'1% des voix obtenues par l'ANC lors du scrutin, assorti d'une amende de $10 000 à Cyril Ramaphosa, chef de l'ANC, et de $5 450 à son parti. Jeudi, l'ANC a qualifié cette plainte de frivole et injustifiée, estimant que le président s'était conformé à la Constitution lorsqu'il a prononcé son discours. La République centrafricaine se prépare à réviser son registre électoral avec l'appui de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du pays. Selon Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, leur soutien va bien au-delà des simples aspects logistiques. Les opérations de révision du fichier électoral vont prochainement commencer en République centrafricaine avec le soutien de la MINUSCA, qui va déployer 104 tonnes de matériel et transporter 384 personnes. Ce soutien ne se limite pas au plan logistique et technique. Sur le plan politique, l'appui de la mission se traduit par les bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général, afin de créer les conditions favorables pour la tenue d'un processus électoral inclusif, participatif et apaisé. Environ 800 000 nouveaux électeurs doivent être inscrits pour garantir la sécurité de ce processus. La MINUSCA a récemment alloué 1,3 million de dollars et collabore avec les forces de défense locales. En matière de sécurité, la MINUSCA travaille avec les forces nationales de défense et de sécurité pour élaborer un plan de sécurisation des élections. L'actualisation du fichier électoral est la première étape du processus qui inclut des élections locales, puis présidentielles et législatives. On estime à 800 000 le nombre de nouveaux électeurs enregistrés sur un total de 2 millions
depuis la dernière révision du fichier effectuée en 2020. La mise à jour du registre électoral est cruciale pour préparer les élections locales qui se tiendront pour la première fois en 36 ans. Des centaines de partisans du président Kais Saied ont manifesté jeudi 25 juillet dans la capitale tunisienne à l'occasion de la journée de la République. Arborant des drapeaux nationaux, les manifestants ont envahi l'avenue Habib Bourguiba, criant leur soutien à Kais Saied qui a récemment annoncé sa candidature à la présidentielle du 6 octobre 2024. Aujourd'hui, 25 juillet, est un jour pour Kais Saied. Nous sommes venus à cette marche pour soutenir le président. Alors qu'en parallèle, les familles de détenus politiques ont organisé une contre-manifestation, Ali, un fervent partisan de Kais Saied, justifie son soutien avec conviction. Dans ce pays, il n'y a aucune alternative à Kais Saied que les gens puissent choisir. Nous admettons qu'il a commis quelques erreurs, mais elles peuvent être corrigées. L'essentiel est qu'il soit honnête et intègre, et non un voleur. Pourquoi ne devrions-nous pas le soutenir ? Le mouvement Ennahda a détruit la Tunisie et le peuple tunisien en 10 ans. De l'autre côté de la rue, les familles des prisonniers politiques demandent l'abrogation du décret 54 sous lequel plusieurs politiciens et journalistes ont été arrêtés. La tristesse règne en ce jour à cause de Kais Saied. Il a privé 12 millions de Tunisiens de célébrer la fête de la République, voulant gouverner seul. Même ses partisans ont été emprisonnés. Avec l'élection présidentielle à l'horizon, les critiques envers le gouvernement de Saied s'accentuent. L'opposition l'accuse de manipuler la justice et les forces de sécurité pour écarter ses rivaux. La vague de chaleur qui s'abat sur le Maroc a fait au moins 21 morts en 24 heures dans la ville de Beni Mellal. Les fortes températures dans la ville située à plus de 200 km au sud-est de Casablanca ont causé la mort de personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques. Il faisait encore 43 degrés Celsius jeudi. Les températures devraient baisser dans les jours à venir selon le département de météorologie. L'institution a déclaré que les températures élevées ont touché la majeure partie du pays. Il a fait jusqu'à 48 degrés Celsius dans certaines régions de lundi à mercredi. Il s'agit de la 6e année consécutive de sécheresse au Maroc qui a connu une chaleur record au cours de l'hiver dernier, notamment en janvier où les températures ont atteint 37 degrés Celsius dans certains endroits. Le record de température au Maroc est de 50,4 degrés Celsius. Il a été établi en août de l'année dernière dans la station balnéaire d'Agadir. Un lien entre l'augmentation de la durée, de la force et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique a été établi par les scientifiques du programme Copernicus d'observation de la Terre de l'Union européenne. Des avions militaires russes et chinois ont effectué des patrouilles aériennes au-dessus des eaux des mers des Tchoukch et de Bering ainsi que du Pacifique Nord selon le ministère russe de la Défense. Le groupe aérien était composé de porte-missiles stratégiques des forces aérospatiales russes et de bombardiers stratégiques de l'armée de l'air chinoise. Le groupe aérien a été accompagné par des avions de chasse de pays étrangers, a indiqué l'armée russe. Selon le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ce serait la première fois que Pékin et Moscou font voler des bombardiers non loin de l'état de l'Alaska, sans violer d'espace aérien étranger. Le ministère de la Défense russe a assuré que la patrouille aérienne conjointe a été organisée dans le cadre du plan de coopération militaire russo-chinois pour 2024 et n'est pas dirigée contre des pays tiers. Il a également ajouté qu'il ne s'agissait que d'une patrouille commune au-dessus de la mer des Tchoukch, de Bering et de la partie nord de l'océan Pacifique.